le périscolaire, on appelle ça à midi. Et d'ailleurs, c'est présenté comme du soutien logistique aux combattants. On est juste là, limite, on leur amène une petite gamelle à l'heure du déjeuner. Voilà comment les choses sont présentées. C'est pas tout à fait la vérité pour vous ? C'est pas du tout la vérité. Et puis ça prouve déjà une première chose, c'est que ils sont en aveu de faiblesse, parce que ça veut dire qu'ils ont perdu énormément d'hommes aussi au sein des forces de répression, parce qu'avec les frappes qui sont menées, qui sont essentiellement visées sur ces Bassidji et sur ces gardiens de la Révolution, et deux, l'aspect du droit international, ça c'est un crime de guerre. C'est un crime de guerre reconnu par la CCI. On n'a pas le droit d'engager des enfants, déjà, Donc j'aimerais bien savoir qui en premier va parler de droit international dans les prochains jours. Ceux qui lèvent toujours la main pour parler de droit international. Et deux, nous, ça nous rappelle la guerre Iran-Irak. Comme ce que disait monsieur justement, ils ont fait exactement les mêmes procédés, sauf qu'à l'époque, ils leur mettaient la clé du paradis autour du cou et on leur promettait à leurs familles de les financer, de les loger, et ce sont encore des familles qui sont financées et logées aujourd'hui par la République islamique. Donc ils envoyaient leurs enfants au front, et une fois qu'ils n'avaient plus assez d'enfants, ils allaient dans les campagnes, ils faisaient des rafles. Donc ils allaient chercher les petits garçons. C'est comme ça que moi, j'ai des gens de ma famille qu'on a fait exfiltrer d'Iran à l'époque, des enfants entre 12 et 16 ans, il y en a énormément, qu'on a fait sortir par les frontières, parce que sinon ils allaient être amenés au front et ils allaient mourir. Ils étaient dans les tranchées à l'époque. Alors là, effectivement, ils annoncent que c'est pour venir main forte au Bassidji, mais on sait très bien qu'à la fin, ils vont aller finir sur le front si jamais ils en ont besoin. Donc c'est des gamins de 12 ans. Il faut savoir ce que c'est qu'une personne de 12 ans. C'est un enfant. C'est juste un enfant. C'est un garçonnet qui n'a pas mué, etc. Voilà. Et donc qui aurait terminé probablement avec, qui vont avoir, selon vous, des armes. Ils vont avoir des armes, effectivement, à qui on va donner des armes. On va dire, regarde, c'est génial. Là, t'en as une vraie. C'est pas celle en plastique avec laquelle tu joues avec tes petits copains. Là, maintenant, c'est une vraie. Tu vas aller pouvoir les tuer. Et le pire, c'est qu'il y a des parents qui vont donner leurs enfants. C'est ça, en fait, contre-monnaie ou de l'idéologie qu'ils ont encore pour ce régime. Alors, il y en a très peu, mais il faut juste espérer que ça ne se transforme pas en rafle comme dans les années 80. Et dans l'histoire du XXe siècle de l'après-guerre, en Afrique ou ailleurs, on a vu ce que des gamins, des préadolescents armés de Kalachnikov, de mitraillettes, peuvent faire. C'est-à-dire que c'est très facile d'instiller l'extrême cruauté dans le cerveau d'un garçonnet en lui disant tu tires sur tout ce qui bouge, c'est des salauds. J'attends juste la communauté internationale, maintenant, que ce soit l'UNICEF, l'OTAN, l'ONU, de venir vraiment prendre la parole à ce sujet. Je sens un ton de reproche. Vous trouvez que les instances internationales sont peu regardantes sur les horreurs qui sont commises par la République? Elles sont où depuis le mois de janvier? Est-ce qu'on a vu un Antonio Guterres prendre la parole sur le crime contre l'humanité qui a eu lieu au mois de janvier? Non. Il a serré la main, et en plus de ça, le jour de Il a serré la main à qui? Il a serré la main à tous les dirigeants de la République islamique, mais le pire, c'est que le jour de l'avènement de la République islamique, qui était au mois de février, il a appelé, à l'époque, Monsieur Pezeshkian pour le féliciter du 47e anniversaire de la Révolution islamique. On en est là. Le patron de l'ONU a fait ça? Oui, exactement. Donc on n'attend rien de ces gens-là, sauf que là, je me dis, peut-être ce sont des enfants, peut-être qu'ils vont enfin élever la voix. L'UNICEF, pas un mot, quand il y a eu des enfants qui ont été tués, lorsqu'il y a des pendaisons d'enfants. En 2023, nous avons dénoncé des ouvertures de gaz dans les écoles de petites filles qui ont eu lieu pendant 6 mois en Iran. Personne n'est venu à notre... Comment ça, des ouvertures de gaz? C'est-à-dire qu'ils ouvraient des gaz dans les écoles, dans les écoles de petites filles à l'époque. Gazaient les petites filles, en fait. Ouais, on les gazait, mais pour quelle raison? Je comprends pas. Parce qu'en fait, c'était juste à la suite de la mort de Mahsa Amini, quelques mois après, et en fait, c'était pour faire peur aux petites filles. Ou dans les lycées, ou dans les universités, mais personne n'en a parlé. Personne ne s'est révolté. Moi, je trouve que c'est un débat passionnant. C'est-à-dire que vous dites, c'est pas la première fois que je l'entends, mais c'est la première fois qu'on en parle dans cette émission. Vous dites, aujourd'hui, les instances internationales censées nous représenter dans la plus grande neutralité possible sont très promptes à dénoncer certains, mais en revanche, dès qu'il s'agit de dénoncer la République islamique d'Iran, ses horreurs, les massacres, les 40 000 morts du 8 et 9 janvier, les petites filles qui ont été gazées dans les écoles pour terroriser la population, pour dire attention, voilà ce que nous sommes capables de faire. Ça, c'est très fréquemment utilisé par les mollahs, c'est-à-dire tuer des innocents en masse pour que ça se sache et pour que les gens aient peur. Ça, je trouve ça assez fascinant. Donc, vous dites, pour dénoncer cela, l'UNICEF, l'ONU, ne dit rien. Pour quelle raison ils ne disent rien? Ce sont encore les mêmes qui, aujourd'hui, j'ai vu un tweet passer, demandent encore la continuité des négociations. L'ONU